Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un message important, nous avons besoin de vous. Le Média lance Riposte, une campagne de financement citoyen pour renforcer une information libre, indépendante et populaire. Dans un contexte où des fortunes privées comme celle de Pierre-Édouard Stérin cherchent à influencer l'opinion à coups de millions d'euros, nous devons nous organiser collectivement. Alors aidez-nous à riposter, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Et maintenant, place à l'épisode 56 du récap, c'est parti. Le Rassemblement national n'est pas content du tout. C'est le ouin-ouin général depuis qu'ils ont vu une nouvelle émission du service public. Ça passe sur France 2 et je vous propose de regarder la bande-annonce de l'émission. Vous allez vite comprendre le problème. Nous allons faire un certain nombre de tests. Je me demande dans quoi j'ai mis les pieds. Vous êtes juré dans un procès d'assises. Jugerez-vous de la même manière ces deux accusés? Oh le bordel, mais vous êtes fous! Prêt pour une expérience inattendue? Sommes-nous tous racistes? Mardi 17 juin sur France.tv et à 21h10 sur France 2. Sommes-nous tous racistes? C'est donc une grande expérience à laquelle participent 50 volontaires prêts à se soumettre à plusieurs expériences sociales sans savoir qu'elles portent sur le racisme. L'objectif affiché par France Télé, c'est comprendre les mécanismes inconscients à l'origine de stéréotypes et de préjugés conduisant à des comportements discriminants. Pendant toute une journée, les faits et gestes de ces volontaires ont été observés à la loupe par la journaliste Marie Drucker et par le réalisateur et acteur Lucien Jean-Baptiste. À leur côté, Sylvain Delouvet, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Rennes, a décrypté les réactions, les biais et les non-dits. Les mises en situation sont inspirées de stéréotypes bien réels, ceux que subissent quotidiennement les minorités visibles. Et le tout s'appuie sur des études scientifiques solides et bien documentées. Alors c'était diffusé mardi dernier sur France 2, ça a plutôt bien marché, 2 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, et surtout ça a fait son petit effet. Depuis, les représentants officiels du racisme hexagonal tournent en boucle. C'est ça aussi le rôle du service public, poser les bonnes questions, surtout quand elles dérangent. Propagande, dénonce l'eurodéputé RN Pierre-Romain Thionnet. Le député RN du Pas-de-Calais, Bruno Clavé, s'est égosillé sur X en pointant une émission, je cite, stigmatisante, culpabilisante et ouvertement anti-blanc, qui crache au visage des Français. N'en jetez plus. L'émission de France 2 est le prétexte tout trouvé pour relancer la communication autour d'une proposition récurrente de l'extrême droite française, la privatisation de l'audiovisuel public. Julien Audoul ne s'en est d'ailleurs pas privé. Pour lui, je cite sur X, « Si vous pensez qu'il y a trop d'immigration, le service public va se faire un plaisir de vous rééduquer. Souriez, c'est avec votre argent. Vivement la privatisation de cet odieux service inique. » Rien que ça. Bon, dans l'imaginaire fertile du député, le journal sportif L'Équipe est d'extrême gauche. Ces fantasmes n'ont pas de limite. Pour l'extrême droite et ses relais médiatiques, une cible est toute désignée. La chercheuse franco-ivoirienne Maboula Soumaoro, présente dans l'émission. Le hasard, me direz-vous. Ce n'est pas la première fois que l'universitaire antiraciste est confronté à la hargne du RN et de ses sbires. En novembre 2024, la spécialiste des notions de privilège blanc devait participer à une table ronde au Parlement européen. Marion Maréchal avait mené la fronde pour faire annuler sa venue, s'opposant à la simple évocation de notions comme la domination blanche ou le privilège blanc, qu'elle considère comme du racisme anti-blanc. Le Parlement européen avait cédé à la pression et cette passe d'armes avait été le prétexte à une vague de haine et de menaces à l'encontre de la chercheuse, jusque sur son lieu de travail à l'université de Tours. Cette fois, rebelote, l'extrême droite remet le couvert avec son fantasme de racisme anti-blanc et de racisme inversé. Les propos de la chercheuse sont à nouveau tronqués, sortis de leur contexte, dévoyés afin de servir le discours raciste de l'extrême droite. On a pu compter sur le torchon Frontières ou encore sur Pascal Praud pour s'en faire le relais. L'éditorialiste de CNews est colère parce que selon lui, France Télé n'a pas correctement présenté Maboula Soumaoro. Chercheuse, ça lui suffit pas. Non. Pour Pascal Praud, c'est tromper les Français. Voilà ce que lui aurait dit.
Voilà, je cherchais ce qu'avait écrit et ce qu'avait dit Laurent Tessier ce matin sur Europe 1. France Télévisions n'a pas précisé hier que Maboula Soumaoro a soutenu les actions du comité Adama Traoré, qu'elle a participé il y a quelques années à un camp d'été décolonial, qu'elle a été soutenue à plusieurs reprises par Rima Hassan, qu'elle a tenu les propos il y a quelques années que vous venez d'entendre. Et elle est simplement présentée comme maître de conférence Université de Tours. Ben non. Elle l'est aussi, mais elle n'est pas que ça, donc c'est pas une voix neutre. Alors si c'était pas si grave, on en rirait. Pascal Praud qui donne des leçons de neutralité journalistique, personne n'était prêt. J'ai pas le souvenir qu'on présente Éric Zemmour comme un délinquant multirécidiviste sur CNews, mais ça doit juste être un oubli. L'extrême droite politique et ses relais médiatiques ont fait le travail de sape de l'émission de France 2, mais ils ne sont pas les seuls. On retrouve quasiment mot pour mot l'argumentaire sur le site de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF. Ça fait très sérieux comme ça, auto-présenté comme un think tank libéral et européen, ayant pour but de développer la recherche indépendante sur des sujets économiques et fiscaux, l'IREF se déclare pourtant officiellement indépendant de tout parti ou organisation politique. Au lendemain de la diffusion de l'émission, l'IREF publie un article sur son site intitulé « Sommes-nous tous racistes ? L'émission qui culpabilise les Français, blancs ». On ne voit pas bien le rapport avec les sujets économiques et fiscaux, mais soit. Pour eux, c'est simple, l'émission est pipotée. Le seul but de France Télé serait de stigmatiser les pauvres blancs. On retrouve évidemment tout le narratif autour de Maboula Soumaoro. On a aussi le droit à la conclusion sur la privatisation du service public. Bref, tout y est, un vrai relais de propagande. Quelle surprise quand on sait qu'un de ses membres fait partie des proches d'Éric Zemmour. Pour donner un peu d'épaisseur à sa couverture d'instituts de recherche, l'article tente de crédibiliser son propos. Il cite notamment un chroniqueur du Figaro qui explique, sans trembler les genoux, que s'il est vrai que 2/3 des Français disent qu'il y a trop d'étrangers en France, c'est juste, je cite, la conséquence d'une montée du communautarisme et de l'insécurité physique et culturelle liée à l'immigration de masse. La France est raciste, mais pour le Figaro, elle a raison de l'être. Et de toute façon, tout ça, c'est quand même de la faute des autres. L'inversion accusatoire n'a pas de limite avec l'extrême droite. On peut lire dans l'article de ce sombre institut que l'émission valide une hiérarchisation raciale implicite. Un classique là encore, l'émission de France 2 ne hiérarchise rien du tout, elle démontre juste que cette hiérarchie existe déjà dans les faits, dans les regards, dans les comportements. Ce n'est pas l'alarme qui met le feu, c'est juste elle qui sonne. Si nommer une injustice c'est la créer, alors on comprend mieux pourquoi ils veulent tout passer sous silence. À commencer par leur propre casserole. Et les placards de la cuisine débordent au RN. En ce moment, le dossier encombrant, c'est encore une affaire de propos racistes, antisémites et homophobes diffusés sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook La France avec Jordan Bardella, pas besoin de couverture ou de filtre. Les propos sont terriblement explicites et d'une violence inouïe. On peut par exemple y lire « Retourne dans ton cocotier Bamboula »,« Les chasseurs aiment tuer, qu'ils aillent faire un tour dans les cités » ou encore « Tous les Noirs sont ainsi, il faut les massacrer ». Au milieu des 11 500 membres adhérents et sympathisants du Rassemblement national, on retrouve pas moins d'une quinzaine d'élus, dont une majorité de députés, mais aussi des collaborateurs ou cadres du parti, vraisemblablement assez peu émus par la nature des échanges. L'affaire est encombrante, elle met sérieusement en péril la grande entreprise de dédiabolisation du Rassemblement national. Sébastien Chenu, pour le moins gêné aux entournures, a vite évacué la question sur France Info. Des cadres du Rassemblement national et des assistants parlementaires administrent ce groupe. Soyons clairs. S'il y avait des gens qui administraient ce groupe et qu'ils étaient au Rassemblement national, il faudrait évidemment qu'ils puissent quitter le Rassemblement national s'ils ne quittent pas l'administration de ces groupes. De leur côté, les députés épinglés bottent en touche. Certains ont quitté le groupe, d'autres nient ou plaident l'amnésie, voire chargent leurs collaborateurs pour se défendre. La députée Caroline Parmentier dénonce carrément une cabale médiatique. La concernant, Mediapart a exhumé 30 ans de déclarations racistes, homophobes ou encore antisémites. Proche de Marine Le Pen et grande stratège de la dédiabolisation, l'élu se répand, comme les autres, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Elle a ouvertement affiché son soutien au maréchal Pétain en 2018, ou encore déploré la condamnation des skinheads qui ont tué Clément Méric, un antifasciste. Mais alors, sommes-nous tous racistes ? Coïncidence, l'émission de France 2 a été programmée le même jour que la sortie du dernier rapport de la CNCDH. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les discours de haine, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié son 35e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et c'est loin d'être luisant.
La hausse des actes racistes se poursuit en France. Après une explosion spectaculaire en 2023, notamment côté antisémitisme, 2024 continue sur sa lancée. Les chiffres du ministère de l'Intérieur grimpent toujours, atteignant des sommets historiques. Petite spécificité de l'année écoulée, les violences envers les personnes ont particulièrement progressé. La CNCDH met en garde sur la fiabilité des chiffres en raison d'une sous-déclaration massive des actes racistes, notamment en raison d'une défiance à l'encontre des institutions. 1,2 million de personnes âgées de plus de 14 ans se déclarent chaque année victimes d'au moins une atteinte à caractère raciste. Mais 97% d'entre elles ne portent pas plainte. Ce phénomène de sous-déclaration ne recule pas en France, pointe l'autorité administrative indépendante. Et du côté de la justice, la réponse n'est pas vraiment à la hauteur du problème. En 2023, les parquets n'ont traité que 8282 affaires, ce qui représente une hausse assez faible de 4%. Pourtant, la même année, le ministère de l'Intérieur a constaté une augmentation bien plus importante de 32% des actes enregistrés. Mais ce n'est pas tout, seulement 1594 condamnations ont été prononcées et le taux de classement sans suite reste très élevé, bien au-dessus de la moyenne pour les autres types d'affaires. Et surtout, quand on regarde les condamnations pour discrimination, il n'y en a eu que 5 en 2023. Le baromètre révèle aussi que certains préjugés tendent toujours à rendre les personnes immigrées responsables de tous les maux de la société, notamment de la situation économique et sociale ainsi que de l'insécurité. Les propos stigmatisants et discriminatoires tenus par certains responsables politiques, amplifiés par les médias d'opinion, contribuent à ce phénomène. La CNCDH l'a bien documenté, ces paroles empoisonnées alimentent le rejet de l'autre, banalisent la haine et finissent par banaliser les discriminations et les violences racistes. Ce racisme banalisé, donc, et en explosion en France, n'est évidemment pas sans conséquences pour celles et ceux qui en sont victimes. Il abîme concrètement la santé. Les personnes victimes de racisme, quel que soit leur âge, voient leur état de santé se dégrader. Elles doivent vivre en permanence avec l'idée qu'elles seront jugées, rejetées ou mises à l'écart. Alors elles s'adaptent, elles évitent certains lieux, certaines situations, elles se replient sur elles-mêmes ou finissent par se résigner. Résultat, hypervigilance, stress chronique, anxiété, dépression, maux de tête, hypertension. Tout ça, c'est très fréquent chez les personnes racisées. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi ce qu'on appelle les stéréotypes raciaux dans le milieu médical, comme le fameux syndrome méditerranéen, qui fait croire que les personnes racisées, notamment d'origine nord-africaine, exagèrent leur douleur. Ces biais peuvent entraîner une prise en charge dégradée, voire dans certains cas, des conséquences graves ou mortelles. On en avait déjà parlé dans le récap consacré à la misogynoire il y a quelque temps. Alors sommes-nous tous racistes ? Eh bien oui, et certains plus que d'autres. C'est ce que montre l'émission. Le racisme, ce n'est pas seulement les gros mots, les petites moustaches ou les saluts nazis. C'est des réflexes, des biais, des jugements en un quart de seconde. C'est culturel, systémique, intériorisé. Donc oui, on baigne tous dedans à des degrés divers. Et l'extrême droite, elle en a fait un fonds de commerce, une boussole, un carburant électoral. Le racisme, chez eux, c'est pas une erreur de parcours, c'est toute la base du programme. Tout est organisé autour de cette idée. Désigner un ennemi, diviser, faire peur, opposer les vrais Français aux autres selon la couleur de peau, la religion ou le prénom. Victimisation, inversion accusatoire et indignation en boucle, la stratégie est toujours la même. Et pour faire passer tout ça, elle repeint les discours nauséabonds des débuts en apparente respectabilité. C'est ça la dédiabolisation. Changer le ton, jamais le fond. Il suffit d'un simple clic dans un groupe privé, d'un micro laissé ouvert ou d'un passage à l'acte dans la rue pour que tout ressorte. En France, le racisme est réel, profond, structurel. Il détruit des vies chaque jour et pendant qu'on essaie de l'expliquer, certains font tout pour qu'il reste acceptable, tant qu'il sert leur intérêt. Alors non, l'émission ne rééduque personne, elle observe, elle révèle et si ça dérange, c'est peut-être que ça touche juste. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Manal Kfki. On commence avec la question du non-consentement dans la définition du viol, votée au Sénat aujourd'hui. La notion de non-consentement, adoptée à l'unanimité dans le Code pénal. La réforme est hautement symbolique. Mercredi soir, le Sénat s'est prononcé sur la définition du viol, désormais considéré comme tout acte sexuel non consenti. Alors, votant 341, exprimé 323, pour 323, le texte est donc adopté. Jusqu'à présent, la loi définissait le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette réforme a notamment été rendue possible grâce au procès des viols de Mazan. Le consentement avait pris une place centrale dans cette affaire.
Dans le reste de l'actualité, il y a aussi eu le retour de Yanis Mamdi en France après avoir été détenu une semaine en Israël puis extradé vers la Jordanie. Ils étaient les derniers ressortissants français de la flottille de la Liberté encore retenus en Israël. Le journaliste Yanis Mamdi et le marin Pascal Morieras sont arrivés hier à Paris après avoir été extradés en Jordanie le 16 juin dernier. La France a tout fait pour essayer de nous sortir le plus rapidement possible parce que pour eux on était un caillou dans leurs chaussures en fait. Une fois qu'ils nous ont extradés en Jordanie, nous on a eu l'ambassade française qui est venue nous chercher, mais ils sont juste venus nous chercher. Et après ils nous ont lâchés dans la nature en Jordanie, débrouillez-vous. Et le vol, ils nous ont même pas pris de vol de retour, etc. Je pense que c'est le début d'une mobilisation qui fait un peu changer la balance. Après, il faut arriver à faire aussi, amener le gouvernement français au moins à prendre ses responsabilités, quoi. La flottille, arrêtée illégalement par Israël dans la nuit du 8 au 9 juin, avait pour but de rejoindre Gaza pour briser le blocus et apporter de l'aide humanitaire. Dans le centre de la bande de Gaza, notamment en Nuseirat, où se trouvent les centres de distribution d'aide, 11 personnes ont été tuées sous les tirs israéliens, 100 personnes ont été blessées alors qu'elles attendaient des paniers alimentaires et de la farine. Depuis le début de la guerre, le bilan humain à Gaza a dépassé les 55 000 morts. Et enfin, on termine avec la guerre entre l'Iran et Israël, où les échanges de tirs entre les deux belligérants se poursuivent. Les frappes iraniennes s'intensifient sur Israël et touchent un hôpital. Dans le sud de l'État hébreu, l'hôpital Soroka de Be'er Sheva a été frappé dans la matinée. 40 personnes auraient été blessées. Le centre médical Soroka est actuellement fermé, sauf pour les procédures d'urgence vitale. Cette décision a été prise car nous ne savons pas encore exactement quelle est l'étendue des dégâts structurels. Suite à cette attaque, Israël avait prévenu que l'ayatollah Ali Khamenei ne pourrait être autorisé à continuer d'exister. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. Depuis plusieurs jours, le guide suprême d'Iran est menacé de mort, alors que Donald Trump laisse planer le doute sur une intervention des États-Unis contre Téhéran. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média lance Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne. Parlez-en autour de vous et rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Et tant qu'on y est, abonnez-vous aussi à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.